بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين. Messieurs les ministres, chers collègues, Leur Excellence, Monsieur l'Ambassadeur en particulier, Monsieur l'Ambassadeur de France, que je salue, dont je salue la présence aujourd'hui, qui est pour lui la première sortie, n'est-ce pas? Monsieur le Président de Fondadip, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de vous souhaiter à vous tous et à vous toutes la bienvenue à cette 9e édition du colloque international sur les finances publiques, organisé en partenariat avec l'Association pour la Fondation internationale des finances publiques et avec le soutien de la Revue française des finances publiques. Le thème de cette année porte sur la gouvernance financière des villes au Maroc et en France. Je voudrais à cette occasion adresser mes remerciements les plus sincères au professeur Michel Bouvier et au professeur Marie-Christine Esclasson, ainsi qu'à monsieur le trésorier général du Royaume, monsieur Nolten Bensouda, dont l'abnégation et la persévérance ont permis à cette manifestation de s'enraciner comme un rendez-vous scientifique incontournable et un espace dédié à la réflexion autour de questions d'actualité qui nous interpellent en tant que politiques, universitaires, gestionnaires, responsables, administratifs ou citoyens. Nous sommes tous des citoyens par ailleurs. Je voudrais également remercier toutes les personnes ici présentes qui ont répondu favorablement à notre invitation pour contribuer par leur expérience et leur expertise à la réussite des travaux de ces 2 journées de débats et d'échanges. Mesdames et messieurs, pourquoi est-il important aujourd'hui de parler des villes et de leur financement ? Je pense qu'il y a au moins 2 raisons qui font que cette thématique mérite qu'on s'y accorde désormais plus d'importance. La première raison est liée au poids considérable qu'ont pris les villes au niveau démographique, économique et social. Le Maroc ne déroge pas en cela à la tendance mondiale d'urbanisation rapide. Les premiers résultats du recensement général de la population et de l'habitat en 2014 ont montré que 20,4 millions de Marocains résident désormais au milieu urbain, ce qui représente un taux d'urbanisation de 60,3% contre 55% il y a encore 10 ans. Cela signifie que 5 Marocains aujourd'hui, sur 5 Marocains aujourd'hui, 3 sont citadins. Les villes marocaines exercent une forte attraction sur la population, mais également sur les entreprises, vu les avantages compétitifs indéniables qu'elles procurent bien sûr à ces entreprises. Elles produisent ainsi plus de 75% de notre PIB national et concentrent environ 70% des investissements effectués sur l'ensemble des territoires. Plus peuplées, plus étendues et très dynamiques, les villes sont des territoires difficiles à planifier, disons complexes et difficiles à planifier, à gérer, et très exigeants en matière d'emploi, d'infrastructures, d'équipements ou encore des services collectifs. Alimentés par un exode rural irréversible, leurs besoins d'investissement ne cessent de s'accroître chaque année et accentuent les déficits déjà accumulés. Ainsi, les ressources financières sont-elles essentielles pour permettre aux villes d'offrir une certaine qualité de vie urbaine et un environnement d'affaires attractif. La deuxième raison derrière la montée en puissance de la question urbaine et de son financement est bien sûr l'impulsion donnée par la nouvelle constitution de 2011 au processus de décentralisation et de régionalisation avancée. La réforme constitutionnelle de 2011 a consacré les jalons d'une décentralisation qui confère aux élus locaux les moyens et les instruments devant permettre de faire évoluer significativement la gestion de nos agglomérations urbaines. Dans son prolongement, la réforme territoriale de 2015 a procédé au renforcement des ressources financières et à une extension sensible des compétences des collectivités territoriales en matière d'urbanisme, de développement local et de gestion des affaires de la cité. Tous ces réaménagements institutionnels dénotent d'une volonté d'améliorer et de rationaliser la gouvernance territoriale dans ses dimensions administratives, économiques et financières. Dans cette perspective, les villes ont une responsabilité particulière et un pôle avant-gardiste. Je dois saluer la présence ici de quelques maires, de quelques élus locaux. Je sais qu'ils sont en plein dans le processus de renouvellement, donc à la suite des dernières élections
locales qui ont donné bien sûr une nouvelle carte politique et certainement de nouveaux visages, mais je salue tous ceux qui ont pris la peine de venir assister avec nous à cette conférence. Donc dans cette perspective, les villes ont une responsabilité particulière et un rôle avant-gardiste à jouer pour la diffusion des principes de bonne gouvernance financière sur l'ensemble des territoires. Je salue aussi la présence de Monsieur le Président du Conseil économique et social et de l'environnement. Je suis profondément convaincu qu'on ne peut plus continuer à fonder la gouvernance financière de nos villes exclusivement sur les contraintes du court terme ou uniquement en répondant à des besoins élémentaires des citadins. Il faudrait désormais revoir complètement le modèle de gouvernance financière de nos villes pour en faire de véritables pôles de production et des espaces de solidarité. Plusieurs leviers d'action sont envisageables pour bâtir ce nouveau modèle, mais il y a à mon sens 3 qui sont essentiels. Le premier est le développement de l'autonomie financière des villes. C'est une question centrale pour le processus de décentralisation, car cette autonomie est la seule garante du respect des engagements pris par les élus envers les citoyens et les électeurs. Mais il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif à ce niveau. Même si les fonds transférés par l'État vont être renforcés significativement, des efforts colossaux devront être fournis par les communes urbaines pour développer leurs recettes propres. Quand on lit les rapports des cours régionales des comptes, on ne peut que déplorer l'exploitation encore timide de l'immense potentiel fiscal des villes, tant au niveau de l'assiette qu'au niveau du recouvrement. Il est inconcevable que les évolutions engendrées par l'urbanisation rapide et la croissance économique ne se traduisent pas toujours au niveau des recettes fiscales locales. En 2012, par exemple, les ressources des collectivités locales en milieu urbain ont à peine atteint 52%, alors que le transfert de l'État ont dépassé les 38%. Les nouveaux gestionnaires issus des dernières élections, donc les nouveaux gestionnaires des villes, sont donc appelés, en coordination avec les administrations concernées, à réfléchir à une stratégie opérationnelle de conquête ou de reconquête fiscale pour mobiliser les moyens financiers qui leur permettent de remplir convenablement leur mission. Toutefois, il faut être bien conscient que le problème de financement des villes n'est pas uniquement une question de moyens, mais qu'il est également une affaire de capacité de gestion et de réalisation et de gouvernance. Il y a fort à parier à ce sujet que le renforcement des moyens financiers des villes ne signifie pas pour autant l'amélioration de l'efficacité de la gestion ou l'augmentation de la capacité d'absorption ou de consommation donc des budgets en général et du budget d'investissement en particulier. À ce titre, le rapprochement entre le système de gestion financière publique et privée doit forcément amener les élus locaux à les appliquer en les adaptant à leurs contraintes, à appliquer des nouvelles méthodes innovantes de gestion financière qui ont fait leurs preuves dans le secteur privé. Ceci m'amène à parler du deuxième levier, qui est particulièrement pertinent pour les grandes agglomérations urbaines. Il s'agit de l'innovation dans les mécanismes de financement. Parallèlement aux efforts à fournir pour augmenter la productivité de la fiscalité locale, les villes doivent adopter de nouveaux outils de financement innovants, comme ceux qui sont prévus dans le cadre du partenariat public-privé. Je rappelle à ce titre que notre pays s'est doté cette année d'un cadre juridique attractif sur les PPP qui a été établi sur la base des meilleures pratiques internationales. Même si pour le moment, le champ d'application de la loi ne s'applique pas aux collectivités territoriales, les villes peuvent toujours y recourir dans le cadre des sociétés de développement local qu'elles sont amenées à créer et qui représentent dans beaucoup de cas des cas de réussite à signaler. Le financement auprès des bailleurs de fonds internationaux ou les marchés financiers est également une voie d'innovation financière que les grandes villes notamment devraient commencer à explorer. Le troisième levier d'attraction ou le troisième levier d'action important est qu'une bonne gouvernance des aires urbaines ne saurait s'affranchir d'une logique inclusive vis-à-vis du reste du territoire. Les villes doivent développer une coopération et des interactions fécondes avec leur environnement périurbain et rural pour contribuer à enrayer la précarité, à stabiliser surtout autant que possible l'exode vers les centres urbains. À défaut de pouvoir anticiper et maîtriser ce phénomène d'exode, la gestion des villes selon le principe d'une bonne gouvernance financière serait tout simplement irréaliste. C'est d'ailleurs l'un des axes majeurs soulignés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, dans son discours du 30 juillet dernier.
Sa Majesté le Roi a en effet invité le gouvernement à établir un plan d'action intégré, fondé sur le partenariat entre les différents départements ministériels et les institutions concernées, en vue de trouver les moyens de financement pour un développement intégré dans le cadre de 20 800 projets dédiés à 12 millions de citoyens, dont plus de 24 000 douars, donc avec un budget d'environ 50 milliards de dirhams. L'objectif est de couvrir les besoins de ces territoires ruraux en termes d'infrastructures et des services sociaux de base dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'eau, d'électricité, des routes rurales, etc. Ça veut dire tous les services sociaux dont nos campagnes ont besoin. Mesdames et messieurs, le temps est venu pour mettre en place un mode de gouvernance financière fondé sur la coopération de la coproduction de la ville, la coordination des politiques publiques urbaines et l'orchestration du jeu d'acteurs dans nos cités. L'objectif d'une telle entreprise est de donner à nos villes, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites, un cadre d'action clair et des moyens viables et pérennes pour qu'elles puissent améliorer les conditions de vie des citoyens et favoriser l'installation et l'épanouissement de l'activité économique. Il y a là un enjeu de première importance qui doit être vu, non comme une contrainte à subir, mais plutôt comme une opportunité à saisir dans le cadre d'une mobilisation forte et convergente, avec bien entendu des acteurs engagés, des citoyens impliqués dans la gestion de leur cité, des élus imaginatifs et délibérément décidés à agir, et des opérateurs économiques disposés à contribuer à la création de la richesse et de l'emploi. C'est notre responsabilité à tous, dont la réussite nécessite de l'engagement dans l'action et le bon usage de nos possibilités et de nos opportunités. Nous sommes optimistes car notre pays emprunte une voie sûre qui le mène progressivement vers l'édification d'un projet de société en phase avec le défi du XXIe siècle, dans la sérénité et la continuité sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite bonne continuation pour vos travaux. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, messieurs les ministres, monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental du Maroc, monsieur le trésorier général du Royaume, monsieur le sénateur qui représente la Haute Assemblée française, monsieur le professeur Bouvier, président de Fondafip, messieurs les gouverneurs, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, je suis très honoré pour cette première sortie hors de mon ambassade, quelques jours après mon arrivée, que vous m'ayez convié à l'ouverture de vos travaux. Depuis 2007, on me le dit, vos rendez-vous sont attendus. Ils sont le lieu pour les finances publiques, pour ces praticiens, pour ces décideurs, pour ces concepteurs, pour ces chercheurs, de se rencontrer. La doctrine et l'action sont au rendez-vous et pendant ces 2 jours, ils vont être en parfaite symbiose. Le thème que vous avez retenu cette année pour votre séminaire, la gouvernance financière des villes du Maroc et de France, met le doigt, je crois, sur l'un des volets clés du développement territorial. Au lendemain des élections régionales et municipales au Maroc, dont mon pays a officiellement salué le bon déroulement et la vitalité démocratique, ce choix thématique confirme, je pense, sa pertinence. Et venant de prendre mes fonctions au Maroc et ne voulant pas entamer le crédit de popularité potentiel que la bienveillance marocaine accorde généralement à tout ambassadeur de France nouvellement arrivé, je ne vous imposerai pas, du moins cette année, le long discours que justifierait un sujet aussi essentiel. Donc si vous m'y autorisez, monsieur le ministre, je me limiterai à 3 questions que je vous pose,
en espérant que les experts que vous êtes m'en pardonneront leur possible candeur. Ma première question est celle de la soutenabilité des finances publiques locales. En France, vous le savez, la crise de 2008 a fortement touché les finances publiques, non seulement celles de l'État, mais également celles des collectivités locales et des communes. Tous les échelons ont dû s'engager dans le processus de réduction des dépenses afin de participer à l'effort collectif. Certaines communes ont même dû faire face à la gestion d'emprunts toxiques qui ont été rassemblés en France dans une structure de défaisance, et cela a éveillé les consciences sur la prudence nécessaire et la gestion responsable des finances publiques locales. En 2014, cet effort a été poursuivi. Les concours financiers de l'État aux collectivités locales ont baissé d'1,5 milliard d'euros et les dépenses des communes ont diminué de 1,9%. Et cette baisse s'est concentrée sur les dépenses d'investissement plutôt que sur les dépenses de fonctionnement. Alors comment dès lors maîtriser l'endettement dans une perspective de long terme? Comment concilier gestion rigoureuse et investissement pour l'avenir? C'était ma première question. Ma seconde question concerne le choix d'un développement durable quand on est une collectivité locale. À quelques semaines de l'ouverture de la COP 21 et dans le cadre de ce partenariat qui réunit le Maroc, qui se succéderont dans l'accueil de cette importante réunion internationale, cette interrogation, on ne peut pas l'éluder, et s'agissant en particulier des infrastructures. Le Maroc a montré remarquablement combien l'échelon local pouvait être source d'investissements verts. Et je pense en particulier au tramway de Rabat-Salé et à celui de Casablanca. Il y a des modes de financement innovants, mais comment les systématiser pour répondre aux besoins dans une gestion soutenable des finances publiques? Les solutions peuvent venir, vous le savez, des partenariats publics-privés, des délégations de services publics, et les entreprises françaises, il y a plusieurs exemples au Maroc, sont des partenaires qui sont prêts à partager leur savoir-faire, à la fois dans le domaine technologique, mais également sur le thème de l'ingénierie financière. Ma troisième question, Monsieur le ministre, Monsieur le Trésorier général, question qui est au cœur des débats électoraux dans nos deux pays, c'est comment assurer une bonne gouvernance à l'échelon local. Et c'est un thème, pour lire votre presse, qui a été très présent dans la campagne électorale. La France, vous le savez, poursuit depuis de nombreuses années un processus de décentralisation territoriale, donnant plus d'autonomie aux échelons locaux, et je comprends que sous l'autorité de Sa Majesté, le Maroc s'est engagé dans la même voie. Or, nos concitoyens expriment toujours davantage de désir de peser sur les décisions publiques. La ville, en tant qu'élément essentiel de socialisation, est l'objet d'une attention de proximité grandissante s'agissant de la collecte et de la gestion des ressources financières. Les citoyens veulent une ville à leur image et veulent que la démocratie locale en soit en quelque sorte le transformateur. Alors, Monsieur le ministre de l'économie et des finances, Messieurs les ministres, Monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le trésorier général du Royaume, Monsieur le sénateur, Mesdames et Messieurs, je crois que le Maroc et la France sont engagés dans des voies similaires qui sont imposées par notre époque. Face à des ressources limitées, aussi bien économiques que naturelles, les finances publiques doivent nécessairement s'adapter, et votre présence, vos travaux, dans l'esprit de notre partenariat d'exception, permettront, j'en suis convaincu, de dégager de nouvelles pistes de solutions. Je vous remercie. Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur le trésorier général du Royaume, chère Amandine, Mesdames et Messieurs, mes très chers amis, ministres et anciens ministres élus locaux, élus nationaux, membres des différents ministères, des juridictions financières,
des universités, des entreprises publiques ou privées, membres de la délégation Fondafip présente ici, je voudrais tout d'abord vous dire le plaisir que j'ai de me trouver à nouveau au Maroc pour la 9e édition de nos rencontres. Et cela non seulement parce que le Maroc est un pays magnifique, mais également parce qu'il est d'une très grande richesse humaine. Et aussi parce que nous y menons ensemble, et cela a été dit depuis 9 ans, maintenant, une réflexion fondamentale autour des finances publiques. Et par conséquent, autour de la construction de la société de demain, de l'État de demain, de la citoyenneté de demain. Une réflexion conjointe qui n'aurait pu se poursuivre et perdurer au fil du temps sans la pugnacité et le sens de l'intérêt général de Nourdine Bensouda. Je voudrais également, au nom de Fondafip, vous dire l'honneur qui est le nôtre de participer à l'organisation de ce colloque. C'est un sujet d'une très grande importance que celui de la détermination du mode de financement des villes. Il est porteur, et cela a été dit à l'instant par le ministre, du modèle de vivre ensemble demain. La question n'est pas nouvelle, elle s'est toujours posée depuis que les villes existent, vous le savez. Mais aujourd'hui, elle intervient dans le cadre d'un environnement marqué par une nouvelle métamorphose de notre société qui, en 40 années, depuis les premiers chocs pétroliers, 73-79, a vu l'État se transformer en profondeur sous les effets conjugués de la mondialisation et du développement du numérique. Ainsi, nous sommes en présence d'un basculement de notre société, de nos sociétés, la société marocaine comme la société française et comme beaucoup d'autres sociétés dans le monde, vers un autre modèle, vers un autre monde, d'une remise en question de nos modes de pensée, d'une remise en question de nos institutions qui semblent parfois, pour quelques-unes, à bout de souffle. Nos repères, nos concepts, nos cadres habituels sont remis en question depuis 40 ans maintenant. Le fait que ces repères soient inadaptés constitue un véritable obstacle à l'élaboration d'une stratégie pour l'État et par conséquent à la définition de politiques publiques pertinentes. Il est donc indispensable d'en construire de nouveaux et pour cela d'identifier le monde en transition qui est le nôtre. Or, un obstacle majeur est intervenu, déterminant pour penser et construire l'avenir de l'État, mais aussi des villes. Il s'agit de l'urgence, et Monsieur l'ambassadeur l'a souligné, de rendre nos finances publiques soutenables. Sans moyens financiers, le développement urbain fait très pâle figure. Certes, les villes grossissent et le phénomène métropolitain prend de plus en plus d'importance, mais l'environnement financier public pourrait faire naître et s'accroître des menaces totalement inédites sur la qualité de ces villes. Autrement dit, encore une fois, sur la qualité de notre vivre ensemble. Il ne faudrait pas que la fragilité inhérente aux métropoles, du fait de leur complexité, se trouve amplifiée par l'incapacité à inventer des solutions nouvelles pour en financer les fonctions. Les métropoles sont source d'innovation et d'un développement économique et social qui bénéficie à son environnement externe. Cela, on le sait. Mais l'inverse est également tout à fait vrai. Ces difficultés pourraient également fragiliser son environnement. On y reviendra tout à l'heure lors du rapport général. Chers amis, vous l'avez compris à travers notre sujet et au-delà de ces aspects financiers, il s'agit d'interpréter un monde en pleine mutation qui se construit en réseau, c'est-à-dire horizontalement, à travers le développement des métropoles. De métropoles qui occupent progressivement une part de plus en plus importante de l'espace national et international.
à l'identique d'ailleurs des entreprises transnationales. Et si aujourd'hui, le tiers de la richesse mondiale est produit au sein de 600 métropoles, il faut ajouter que 40% des flux économiques internationaux se font dans 70 000 groupes internationaux. Donc, il s'agit par conséquent, maintenant, de donner un sens à ce qui, il faut le souligner, est une réorganisation de la planète au-delà de la centralité traditionnelle. Nous sommes dans un cadre économique, dans un cadre politique très différent de celui dans lequel se sont forgées nos institutions, et tout particulièrement les rapports entre l'État, l'économie et les régions. Le temps est venu de reconsidérer la distribution, le partage des pouvoirs entre les acteurs politiques et économiques, nationaux et locaux, dans un contexte marqué par la globalité, la mondialisation. Et ce n'est plus la classique opposition entre le central et le national qui est maintenant essentielle. Par ailleurs, le véritable défi, compte tenu de la transformation profonde du modèle économique qui s'est produite au cours de ces 40 dernières années, n'est plus tant dans les rapports entre la région et l'État, mais dans ceux à instituer entre les métropoles, l'État et les autres acteurs publics, mais aussi privés. Et je pense là aux entreprises ainsi qu'aux associations de citoyens. Au final, l'on assiste à une reformulation de l'économie et du pouvoir dans laquelle les métropoles sont des nœuds de pouvoir et donc des acteurs de premier plan dont les enjeux sociaux et écologiques, vous y avez fait allusion, sont cruciaux. Elles sont potentiellement porteuses de la société du XXIe siècle et une chance pour la réalisation du bien-être de chacun. Encore, j'ajouterai, s'agit-il de savoir la saisir, cette chance. Shukran. Leur Excellence, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président de Fondafip, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue à cette 9e édition du colloque international sur les finances publiques, organisé en partenariat avec la Fondation internationale des finances publiques Fondafip et avec le soutien de la Revue française des finances publiques sur le thème de la gouvernance financière des villes au Maroc et en France. Votre présence aujourd'hui montre tout l'intérêt que vous accordez à la discipline des finances publiques et à la thématique retenue pour cette édition du colloque. Je m'associe à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances et Monsieur le Président de Fondafip pour saluer chaleureusement nos invités français et marocains et les remercier d'avoir accepté de débattre ensemble d'un sujet d'actualité qui représente une importance capitale pour nos deux pays. Je tiens également à remercier chaleureusement Messieurs les ministres, Leur Excellence, Messieurs les ambassadeurs, les honorables parlementaires, les responsables et élus locaux, les représentants des différents organismes nationaux et internationaux, les experts, les universitaires, les opérateurs économiques et les représentants de la presse nationale d'avoir bien voulu participer avec nous à cette rencontre scientifique. Je voudrais enfin saluer les participants à ce colloque qui nous suivent par visioconférence au niveau de 8 sites régionaux de la Trésorerie générale du Royaume, à Rabat, à Casablanca, Marrakech, Tanger, Fès, Beni Mellel, Agadir et Oujda. Mesdames et Messieurs, si l'année dernière nous avons débattu des synergies
entre les finances de l'État et les finances des collectivités territoriales, nous sommes tous conscients de l'utilité du thème choisi pour l'édition de cette année, compte tenu des réformes en cours au Maroc et en France en matière de régionalisation et de décentralisation. Le programme de ces 2 journées a été organisé autour de 3 panels, comme vous l'avez vu sur le programme. Le premier panel présentera les regards croisés au sujet des enjeux et défis majeurs des villes, sous forme de 3 rapports introductifs, du professeur Michel Bouvier, du professeur Mohamed Sharkawi et de moi-même. Le deuxième panel, présidé par M. Thamil Ghorfi, membre du Conseil économique et social et environnemental et président de l'ESCA Management, aura pour thème « Quelle gestion financière des villes ?» Le troisième panel, présidé par M. Charles Guéné, sénateur de Haute-Marne, maire de Vosso-Aubigny, portera sur la question « Quel modèle de financement pour le développement des villes ?» Chacun de ces 3 panels sera suivi d'un débat. Les travaux de ce colloque seront clôturés respectivement par une allocution de M. Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes de France, représenté par Christian Martin, président de la formation interjuridiction finances locales de la Cour des comptes, et par une allocution de M. Mohamed Nabil Ben Abdallah, ministre de l'Habitat et de la politique de la ville. Je vous remercie et vous souhaite plein succès dans vos travaux. Et sans plus tarder, j'entame la présentation de mon rapport introductif. Allez. Mesdames et messieurs, une question fondamentale au début de ce rapport. Le futur de l'humanité s'écrira-t-il dans les villes? Cette question mérite d'être posée, vu que depuis 2007, plus de 50% de la population mondiale vit désormais en milieu urbain. C'est une caractéristique aussi bien des pays développés que des pays en développement, sachant qu'en 2050, plus de 70% de la population mondiale vivra dans les villes. Le Maroc ne fait pas exception à cette tendance internationale, puisque l'urbanisation s'y est inscrite sur un train d'haussier, passant de 29% en 1960 à 60,3% en 2014. Nos sociétés sont donc devenues essentiellement urbaines. De ce fait, les villes constituent désormais les moteurs économiques, sociaux, culturels et technologiques dans un monde en pleine transformation, comme l'ont exprimé Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur et Monsieur le professeur Michel Bouvier. Elles gagnent en influence, mais aussi en responsabilité. Certaines villes ont pris des proportions économiques tellement importantes qu'elles dépassent parfois les économies de beaucoup de pays. L'économie de New York, par exemple, à elle seule, est plus importante que les économies combinées de 46 pays d'Afrique subsaharienne. Hong Kong reçoit chaque année plus de touristes que toute l'Inde. Mais les villes sont aussi des lieux de précarité, de chômage, d'insécurité et de discrimination sociale, notamment en ce qui concerne le logement, l'éducation, les soins de santé, le transport. De même, les villes se livrent à une concurrence acharnée entre elles pour attirer le plus d'investissements, de cadres innovateurs et bénéficier du maximum de transfert de technologie et de savoir-faire. Cependant, cette concurrence ne se limite pas aux infrastructures, mais aussi en exploitant les atouts immatériels tels que la connaissance, la qualité de vie et le leadership. Dans ce contexte, et eu égard à l'expansion de l'urbanisation, les besoins en investissement nouveaux qu'implique l'accueil des urbains supplémentaires vont s'ajouter aux montants nécessaires pour rattraper les déficits accumulés dans la plupart des villes en matière d'infrastructures, d'équipements et de services essentiels. Pour faire face à tous ces besoins, les villes bénéficient en plus de leur budget propre
de l'apport des budgets des autres composantes du secteur public, en l'occurrence l'État et les établissements et entreprises publiques à compétence nationale ou locale. Pour une analyse globale de la gouvernance financière des villes, il est nécessaire de disposer d'une vision consolidée de toutes les recettes et les dépenses destinées à la production de biens et services publics urbains par l'ensemble des entités du secteur public, consolidation qui a d'ailleurs fait ses preuves dans le secteur public. Il ressort de cette approche de consolidation que la gouvernance financière des villes dépend fortement de la situation des finances de l'État, compte tenu des transferts financiers. Dès lors, s'impose une coordination entre les différents acteurs, ministères, collectivités, établissements, entreprises publiques, qui doivent prendre en considération les objectifs, les réalisations et les contraintes de chacun d'eux. Les gestionnaires de l'espace urbain doivent dépasser les problèmes sectoriels pour tenir compte de l'interdépendance de tous les aspects de la vie quotidienne de la population citadine. Par conséquent, pour réussir une bonne politique de la ville, un chef d'orchestre doit assurer la mise en cohérence au niveau local des politiques publiques en recherchant la performance. Mesdames et messieurs, le financement de la ville est considéré comme un élément crucial dans la problématique de la gouvernance métropolitaine. En effet, l'étalement urbain, la dispersion spatiale, la concentration des lieux d'emploi et les déplacements pendulaires des résidents d'une région posent souvent le problème du financement des services et des infrastructures. Face à l'insuffisance des moyens de financement, les gestionnaires de la ville sont souvent enclins de réduire d'autant les prestations rendues aux citoyens. Globalement, les ressources financières des villes sont constituées des ressources propres, des recettes d'emprunt, des recettes de la privatisation locale, des concours financiers de l'État par le biais des différents ministères, ainsi que par les établissements et entreprises publiques. Seule une situation consolidée des recettes et des dépenses de la ville permet de connaître le rôle joué par chacun des principaux acteurs publics. On remarque que l'État joue un rôle majeur dans la gouvernance financière des villes en raison du soutien qu'il est tenu d'apporter à l'exécution au niveau local des politiques d'ordre national, que ce soit directement ou indirectement par le biais de ses opérateurs publics. Au Maroc, l'apport de l'État aux villes se manifeste à travers notamment la régulation du jeu des acteurs et l'encadrement juridique de la gestion des villes à travers l'élaboration des lois et règlements. La production des biens et services et des infrastructures au sein de la ville par les ministères et les établissements et entreprises publiques tels que les établissements scolaires ou universitaires et les hôpitaux. La prise en charge et le contrôle des secteurs des infrastructures stratégiques tels que les réseaux électriques, les ports, les aéroports, les autoroutes et les chemins de fer qui facilitent l'accès à la ville. L'intervention de l'État par le biais des concours financiers aux communes urbaines est de nature à assurer la cohésion de l'ensemble du territoire national via les mécanismes de péréquation et à veiller à ce que les politiques territoriales soient compatibles. Concernant l'apport des établissements et entreprises publiques à la réalisation des infrastructures urbaines, il est important de noter, à titre d'illustration, qu'en 2013, leurs investissements ont atteint 78 milliards de dirhams, dont une grande partie a profité aux villes. En parallèle, et indépendamment des concours financiers et des investissements directs, le soutien de l'État aux villes a été renforcé par la mise en œuvre depuis 2005 de l'initiative nationale pour le développement humain, dont les dépenses en 2014 ont atteint 2,9 milliards de dirhams. L'un des programmes phares de cette initiative est le programme de lutte contre l'exclusion sociale en milieu urbain. Si on prend le cas de la ville de Casablanca, à titre d'exemple, la situation consolidée des dépenses réalisées par les communes et par les services déconcentrés des ministères durant l'année 2014 confirme l'importance de l'apport de l'État. Il ressort de ce qui précède qu'au Maroc, l'essentiel des dépenses effectuées au niveau des villes demeure encore réalisé par l'État et ses établissements et entreprises publiques. Contrairement à la France,
où les collectivités territoriales assurent environ 70% de l'investissement global du secteur public. D'où la nécessité, pour une meilleure compréhension de la gouvernance financière des villes au Maroc, d'examiner les principales composantes des ressources locales, ainsi que l'évolution des recettes de l'État en tant qu'un des principaux contributeurs au financement des villes. Mesdames et messieurs, certes, entre 2002 et 2014, les ressources globales des collectivités territoriales ont connu une progression substantielle de 132%. Leurs dépenses ont augmenté de 189%. Les communes urbaines représentent une part très importante des finances locales. Les budgets locaux au Maroc se caractérisent par leur faiblesse par rapport aux recettes et dépenses globales de l'État et des collectivités territoriales. L'insuffisance des finances locales résulte de la prépondérance des dépenses de fonctionnement et de l'incapacité à réaliser la totalité du budget d'investissement. Elle provient également de la faiblesse des recettes propres des collectivités territoriales, due au faible rendement de la fiscalité locale, qui s'explique principalement par l'inexistence des circulaires d'application de la fiscalité locale, telles que réformées en 2008. Une administration locale ne disposant pas de ressources humaines qualifiées et suffisantes pour la gestion de l'assiette des impôts locaux et le suivi de leur recouvrement. Le recours limité aux technologies de l'information et d'exploitation des bases de données, aussi bien pour appréhender la matière imposable que pour relancer les contribuables. Et enfin, la faiblesse du recouvrement des créances locales. C'est ce qui explique d'ailleurs l'importance des restes à recouvrer qui ont atteint 19,8 milliards de dirhams à fin décembre 2014. En somme, la gouvernance financière des villes au Maroc continue à être caractérisée par une faible contribution des finances locales au développement économique et social urbain, par une mobilisation partielle du potentiel fiscal local et surtout par des concours financiers importants de l'État par le biais de ces transferts budgétaires. En effet, l'État demeure, comme je l'ai dit, le principal pourvoyeur en ressources financières des collectivités territoriales en général et des villes en particulier, notamment au moyen de la répartition du produit de la fiscalité nationale, la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. Alors, toute augmentation des recettes de l'État se traduit systématiquement par une amélioration des ressources des villes. Et toute diminution génère automatiquement une moins-value. Les recettes de l'État, durant les 6 dernières années, ont été caractérisées principalement par un rythme de progression inférieur à la période antérieure et le ratio des recettes ordinaires sur PIB a diminué. Le rapport annuel de 2014 de Banque Maghreb a d'ailleurs relevé, je cite, que l'exercice 2014 s'est soldé par une légère atténuation du déficit à 4,9% du PIB. Ce résultat est attribuable au niveau des recettes, aux importantes entrées dedans du Conseil de coopération du Golfe, qui ont atteint 1,4% du PIB, l'accroissement des recettes fiscales s'étant limité à 1,6%. La diminution du rythme de progression des recettes de l'État a pour impact une baisse du potentiel d'investissement direct de l'État, servant à financer les infrastructures et les services urbains. Elle impacte également les comptes spéciaux du Trésor destinés à recevoir les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales, à savoir le compte de la TVA et le compte de la part des régions dans les recettes de l'impôt sur les sociétés et celui de l'impôt sur le revenu. L'évolution des recettes de l'État se répercute également sur les subventions d'équipement allouées aux établissements et aux entreprises publiques, dont une partie substantielle des dépenses d'investissement est destinée en ville, comme je l'ai expliqué au début. Mesdames et messieurs, la gestion des affaires urbaines doit s'appuyer sur les méthodes de management qui ont fait leurs preuves au niveau de l'entreprise privée. La gouvernance des centres urbains doit passer d'une simple logique de gestion physique et administrative à une gestion stratégique fondée sur une vision globale et concertée de la ville. Car nos villes ont davantage besoin aujourd'hui, je cite le professeur Sedjari qui est présent, de managers stratèges, compétents et qualifiés, capables de transformer nos villes en îlots de prospérité, de savoir-faire et d'innovation. Fin de citation. L'OCDE préconise 12 principes pouvant servir de référence au système de gouvernance des territoires urbains au XXIe siècle, à savoir
La cohérence, le mode de gouvernance doit être compris des citoyens, car ce que l'on reproche souvent aux gestionnaires de la ville, c'est que personne ne comprend qui fait quoi. La compétitivité. Il s'agit d'investir dans les infrastructures et dans le capital immatériel pour attirer les investisseurs plutôt que de compter seulement sur la baisse des impôts. La coordination entre les différents acteurs. Garantir un degré d'équité et d'égalité des chances entre les communes de la ville et entre ces différents groupes sociaux. La probité budgétaire. Les ressources de la ville doivent être gérées de manière intègre et transparente. La flexibilité. Les institutions doivent s'adapter aux changements, tels que la croissance urbaine et la conjoncture économique. L'holisme. Chaque élément de la ville a une incidence sur les autres et par conséquent, la planification de la ville doit prendre en compte tous les aspects du système urbain. La particularité, les politiques et les institutions locales doivent s'adapter à la spécificité des diverses parties de la ville. La participation des citoyens, des entreprises, des partenaires sociaux et des administrations locales pour instaurer un climat décisionnel interactif propre à rapprocher l'autorité publique des citoyens. La démarche sociale et non sectorielle. La gouvernance de la ville doit répondre aux besoins de la population grâce à une démarche intersectorielle. La subsidiarité, la prestation des services doit être assurée par le niveau territorial le plus bas, mais qui est le plus apte à les assurer avec efficacité. La durabilité, la politique de la ville doit concilier les objectifs économiques, sociaux et environnementaux. La politique de la ville doit enfin s'accompagner d'un système d'évaluation et de reddition des comptes. Pour ce qui est particulièrement du Maroc, une bonne gouvernance financière des villes exige la mise en place d'une stratégie globale et cohérente fondée sur 7 actions. Premièrement, le renforcement de la mobilisation des ressources de recettes propres des communes urbaines. L'un des principaux défis auxquels les collectivités territoriales en général et les villes en particulier doivent faire face n'est pas tant la disponibilité des ressources, mais les façons possibles de les mobiliser et de les orienter. Cette mobilisation pourrait être notamment soutenue par l'accroissement des recettes liées à l'impôt foncier, qui, de par le monde, est le plus utilisé pour le financement de la politique d'urbanisation et d'aménagement de la ville. À titre d'illustration, aux États-Unis, le produit de la property tax rapporte près de 70% des recettes fiscales des collectivités locales. De même, l'impôt foncier représente la seule ressource fiscale locale au Royaume-Uni et en Irlande. La mobilisation du potentiel des recettes de la ville pourrait être également portée sur l'application systématique d'une tarification à l'usage pour les services publics, rendus par la ville, avec pour objectif de récupérer leur coût complet, notamment en ce qui concerne l'eau, l'électricité, l'assainissement, le transport urbain. Deuxièmement, une meilleure coordination entre les acteurs et avec plus de cohérence dans la mise en œuvre des politiques publiques urbaines. Il s'agit en fait de mieux cerner les forces qui concourent à structurer le territoire, même si elles sont régies par des logiques parfois différentes et parfois antagonistes. Sa Majesté le Roi, lors de son discours du 12 décembre 2006, à l'occasion de l'ouverture de la rencontre nationale des collectivités locales, a d'ailleurs insisté sur la nécessité de l'adhésion des acteurs. Je cite, « Nos cités doivent donc s'orienter vers un système permettant d'ouvrir la voie à des initiatives fondées sur une approche contractuelle et participative, associant l'État et les villes et favorisant l'adhésion des divers acteurs politiques, économiques et sociaux, ainsi que la participation des citoyens aux différentes phases d'exécution des programmes locaux. Troisièmement, une participation plus active du privé dans le financement et la production de la ville. Dans cette perspective, le rôle des pouvoirs publics devient celui de fournir un cadre réglementaire, clair et favorable, et de définir les priorités et objectifs sociaux qui doivent satisfaire les prestataires de services,
Et dans le cadre de la gestion de la ville, un principe général doit se vérifier dans la conduite des opérations, celui énoncé et annoncé par M. le ministre, celui de la coproduction, comme une règle du jeu au-delà de la seule application des règles. À ce titre, plusieurs options s'offrent aux gestionnaires, notamment les contrats de concession ou de gestion déléguée de services publics et surtout des partenariats publics-privés. Toutefois, ces modes de production des biens et services urbains ne peuvent être appliqués qu'à des projets dont l'utilité socio-économique est avérée et dont la gestion par le privé présente réellement une valeur ajoutée indéniable par rapport à une gestion directe. Il convient de préciser enfin que le mécénat des entreprises ou des particuliers commence à prendre de l'importance en tant que source de financement complémentaire de l'action publique locale, surtout dans les domaines sociaux, culturels, environnementaux et de proximité. Quatrièmement, le management par la performance dans les stratégies de développement urbain. Pour ce faire, les villes doivent se focaliser davantage sur l'atteinte des meilleurs résultats pour le public. La gestion par la performance doit être intégrée à tous les niveaux pour répondre aux exigences des citoyens, devenus de plus en plus informés, qui réclament l'évaluation des politiques publiques et surtout la reddition des comptes. Les transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales pourraient être systématiquement conditionnés par des contrats programmes, à l'instar de ce qui a été réalisé au niveau des entreprises publiques. C'est le cas en France, où l'État est intervenu afin de contraindre certaines communes à respecter le taux minimal de 20% de logements sociaux à l'horizon 2020, imposé par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Cinquièmement, le renforcement de la capacité de management des gestionnaires de la ville, afin de leur permettre de s'acquitter au mieux de leur mission. Il y a lieu de procéder notamment au redéploiement des ressources humaines qualifiées vers les territoires et à la mise en place d'un statut plus attrayant pour inciter les cadres à travailler dans les villes, à la formation continue des cadres pour les mettre à niveau avec les cadres de l'administration centrale, à la dotation de l'administration territoriale aux moyens matériels et techniques adéquats et suffisants, au recours plus intense aux technologies de l'information et de la communication comme levier majeur de modernisation et de transparence dans la gouvernance des villes. Sixièmement, les gestionnaires des villes devraient capitaliser sur l'expérience de l'État en évitant l'augmentation continue de la masse salariale, l'utilisation abusive des incitations fiscales pour la promotion des investissements, le recours excessif à l'endettement faute d'une bonne programmation budgétaire, la non-application de la vérité des prix, ou au moins l'application du prix coûtant des biens et services. Septièmement, l'adéquation du temps politique pouvant être influencé par les échéances électorales, avec le temps de la ville et du citoyen, déterminé par l'impératif d'accès à des biens et des services publics de qualité. Il s'agit là de repenser les modes de conception, de programmation, de réalisation et de suivi des projets d'équipement urbain, de manière à répondre en temps opportun aux attentes des citoyens en termes de logement, de santé, d'éducation, qui figurent parmi les principaux facteurs du bien-être des Marocains, selon l'enquête nationale réalisée par le Haut Commissariat au Plan. Il est donc nécessaire d'intégrer la dimension temporelle dans la politique de la ville, notamment à travers la commande publique, en veillant au respect du temps durant toutes les étapes de l'exécution des marchés publics et en ayant pour objectif d'atteindre les résultats attendus par la population, ce qui est d'ailleurs le sujet sur lequel il y a consensus aujourd'hui au niveau international. Mesdames et messieurs, il est indéniable que notre avenir a une dimension de plus en plus urbaine, que les villes constituent des espaces privilégiés de création de la richesse, et qu'un développement économique, social et environnemental durable à l'échelle mondiale ne peut être garanti qu'avec une bonne urbanisation. Par contre, lorsque les villes sont mal gérées, ne disposent pas de ressources financières suffisantes, et lorsqu'il se produit une déconnexion de plus en plus forte entre la ville produite et les besoins urbains réels, les villes peuvent aussi devenir les lieux de pauvreté, de chômage et d'inégalité d'accès aux biens et services publics nécessaires à une vie urbaine décente. De même,
L'incapacité des villes à dépenser est à l'origine d'un cercle vicieux dans lequel la pauvreté du cadre de vie entraîne la stagnation, voire la régression relative de l'économie locale. Moins une ville prélève et dépense, plus tout le monde finit par s'appauvrir. Aussi longtemps que les communes urbaines prélèveraient de manière efficiente et équitable et dépenseraient de manière judicieuse et au moment opportun, autant l'économie de la ville se porterait mieux. L'expérience montre qu'il y a besoin de créer une synergie entre les différents acteurs au niveau de la ville pour éviter la compétition néfaste entre eux, que ce soit sur le plan des recettes ou des dépenses. Par conséquent, il ne peut y avoir de bonne gouvernance financière des villes sans consolidation budgétaire et comptable, permettant à l'amont d'améliorer la prévisibilité des recettes, la conception et la programmation de l'action publique urbaine, et à l'aval, un suivi plus rigoureux et une meilleure évaluation des résultats et des performances. La Constitution de 2011 a d'ailleurs réorienté le système de gestion des services publics pour qu'il soit fondé sur une logique de performance et de résultats. Cette logique se retrouve également déclinée au niveau de la nouvelle loi organique des finances, ainsi qu'au niveau des lois organiques des collectivités territoriales. En définitive, à la question posée au début, le futur de l'humanité s'écrira-t-il dans les villes? Nous répondons oui, mais ce futur ne s'improvise pas, il se prépare dès à présent. Je vous remercie. L'ambassadeur, et on poursuivra nos rapports introductifs si vous le voulez bien. Merci.
Bien, mesdames, messieurs, chers amis, comme je l'évoquais précédemment dans mon allocution d'ouverture, un changement profond de nos sociétés se produit en ce moment sous nos yeux sans que nous parvenions toujours à l'identifier correctement. Une révolution silencieuse se développe au sein d'un réseau de métropoles qui se tisse dans le monde. Et c'est au sein de ce réseau qui en est le support et le point d'ancrage que se polarisent et produisent tous leurs effets la globalisation de l'économie ainsi que les nouvelles technologies. C'est dans le cadre des métropoles que se réorganise, autrement dit, le système économique. C'est également dans ce cadre que, de manière encore imperceptible, se reconstruit l'organisation et la distribution des pouvoirs politiques. C'est pourquoi la gouvernance financière des villes est devenue un enjeu majeur pour une société dont l'État est aujourd'hui, dans beaucoup de pays, affaibli et menacé par la mondialisation, par le développement de l'économie numérique et par l'accroissement des écarts de richesse entre les hommes comme entre les territoires. Un rapport de l'ONU montre que l'accroissement des populations est également préoccupant. Il montre, ce rapport, qu'en 2050, la population mondiale, qui est aujourd'hui aux alentours de 7,5 milliards, devrait être environ 10 milliards. Alors la Chine compterait 1,350 milliard d'habitants et serait dépassée par l'Inde avec 1,7 milliard d'habitants. Les pays de l'Europe devraient, quant à eux, voir diminuer leur population, excepté quelques-uns comme la France, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Autriche et les Pays-Bas. La population du Maroc, quant à elle, devrait croître de 27%. Et l'Afrique devrait doubler sa population et représenterait un quart de la population mondiale. Par ailleurs, et selon un autre rapport de l'ONU auquel j'ai fait allusion dans notre précédent colloque, je veux dire celui de l'année dernière, en 1950, plus des 2/3 de la population mondiale, 70%, vivaient dans le milieu rural et moins d'un tiers, 30%, en milieu urbain. En 2014, 54% de la population mondiale est urbaine. Et il est estimé par les auteurs du rapport qu'en 2050, cette proportion serait de l'ordre de 66%. En même temps que l'explosion du phénomène urbain, ou plutôt, je dirais, à partir de cette explosion, c'est une logique nouvelle qui se met progressivement en place dans le monde. C'est également une conception inédite de la gouvernance publique qui se dessine. Elle prend forme sur la base de la disparition progressive d'un modèle d'organisation et de fonctionnement créé depuis des siècles par des hommes dont la culture était ancrée dans des espaces à dominante rurale. Il faut se rappeler Jean-Jacques Rousseau qui ne pouvait penser en dehors du milieu rural. Or, la culture urbaine, qui devrait s'étendre dans les années à venir au travers des villes et plus encore des métropoles, va révolutionner les façons de voir et de faire. Cette métropolisation est le produit d'une évolution allant croissante de la taille des villes, tant en ce qui concerne leur démographie, c'est ce qu'on voit d'abord, que leur économie, ainsi que leur insertion dans des réseaux de toutes sortes, les plus proches comme les plus éloignés. Leur puissance tendant à croître, leur influence économique, sociale, culturelle, s'étend progressivement au-delà de leurs frontières administratives. Actuellement, 600 villes, je le disais tout à l'heure, concentrent le tiers de la richesse mondiale à travers un réseau international qui les relie. Si l'on prend le cas de la France, 95% des Français vivent dans des communes sous influence urbaine, 66%
dans un pôle urbain, 30% dans les espaces périurbains. Il ne reste plus que 5% environ, c'est-à-dire 3 millions d'habitants, qui vivent dans des communes hors de cette influence. Alors la société rurale traditionnelle, déjà fortement transformée par l'apparition en son sein des technologies du numérique et de la mondialisation des échanges, se caractérise de plus en plus par des manières d'être et de penser qui ne sont plus fondamentalement différentes de celles que l'on peut rencontrer en milieu urbain. On peut estimer qu'une homogénéisation des modes de vie et des demandes des citoyens en termes de services publics est en marche. Celle-ci est plus marquée, bien entendu, dans certains pays que dans d'autres. Et elle est accélérée lorsqu'une partie des citadins, pour diverses raisons, la vie moins chère, un environnement de meilleure qualité, un espace plus vaste, s'installe en milieu rural. D'autre part, ce phénomène d'urbanisation des campagnes remet en question la manière de penser et de réaliser les politiques d'aménagement du territoire. Politiques jusqu'alors fondées, j'y faisais allusion tout à l'heure, sur une séparation nette, radicale, entre l'urbain et le rural, ainsi que sur la présence, il faut s'en rappeler, de populations sédentaires. Pour nombre de collectivités, il résulte de cette mobilité des acteurs non seulement un problème pour prévoir des équipements adaptés et particulièrement des moyens de communication, tels que des trains à grande vitesse, des aéroports, mais aussi une difficulté, voire même parfois une incapacité à répondre aux attentes de ces nouveaux habitants. En termes de transport, d'équipement de soins, d'éducation, de culture, etc. Et cela par manque de moyens financiers notamment. Or, ce manque de moyens financiers risque bien de devenir beaucoup plus important que l'on peut l'imaginer aujourd'hui. En effet, à l'augmentation des coûts des services publics et de leurs infrastructures, la métropolisation va nécessairement engendrer de considérables investissements pour la mise en place d'équipements permettant l'utilisation au maximum des technologies du numérique. La généralisation de l'informatisation, de la dématérialisation, de la communication par Internet nécessite la mise en œuvre de moyens humains et matériels considérables. La ville intelligente, la Smart City comme on l'appelle, représente un coût auquel aujourd'hui nous consacrons en France, dans nos collectivités locales, en moyenne 2% de budget. Et si on prend toujours l'exemple de la France, eh bien, on considère qu'actuellement, un centre d'information, data center, c'est-à-dire un local avec le matériel informatique, le logiciel, etc., qui est installé, coûte environ entre 50 000 dirhams et 100 000 dirhams le mètre carré. C'est considérable. Mais ce n'est pas tout. Le coût de l'entretien est d'environ 5% de l'investissement. Par ailleurs, la consommation d'énergie, parce qu'il faut refroidir ces systèmes, est considérable également. Donc un coût très fort en investissement et en fonctionnement. Le problème peut se révéler totalement insoluble lorsque l'État doit lui-même faire face à une crise de ses finances et qu'il n'est pas en mesure, cet État, de redistribuer les richesses entre les territoires. On l'a compris, les investissements publics, mais aussi privés, devront être massifs dans les prochaines années. Il faut aussi souligner que c'est au sein d'un territoire physique, au périmètre bien circonscrit, la commune, la région, mais aussi l'État, qu'ont été pensées, qu'ont été créées les institutions administratives, politiques et financières publiques. Et l'irruption des métropoles vient provoquer, vient déranger, vient changer
non seulement des habitudes, des valeurs culturelles, mais également un ordre économique, un ordre social, un ordre administratif et un ordre politique installés depuis plusieurs siècles et qu'il faut reconstruire. Autrement dit, on assiste à la constitution de nouveaux lieux pour lesquels tout est à inventer au regard de leur organisation interne, mais aussi de leur rapport avec les territoires environnants déjà existants et tout particulièrement les régions. Des rapports qui doivent être très rapidement éclaircis, à peine de voir se développer une concurrence redoutable et néfaste au regard de l'intérêt général, sans compter que les limites administratives des villes ne correspondent plus à la réalité du monde urbain actuel. Et puis ces métropoles sont déjà bien installées dans les esprits comme dans les faits, en tant que moteur de l'économie, en tant également qu'espace d'innovation. Elles sont aussi des territoires où se concentrent, certes, on l'a dit, des activités et des innovations, mais aussi, comme le soulignait Nourdine tout à l'heure, des problèmes sociaux, comme le chômage, les logements insalubres, le manque d'institutions sanitaires. Autrement dit, les villes sont en première ligne face à une pauvreté qui se traduit par une ségrégation sociale et spatiale qui ne peut que s'accroître si aucune solution nouvelle n'est trouvée ou si ne sont pas utilisés de façon inédite les dispositifs existants, les dispositifs habituels. Il faut encore ajouter que la tâche est rendue d'autant plus difficile que l'environnement dans lequel ces métropoles naissent, se développent, est marqué par l'urgence de rendre les finances publiques soutenables, comme je le soulignais tout à l'heure. Cela constitue un fait majeur qui détermine nombre de politiques publiques et l'avenir des métropoles en particulier. À cet égard, leur développement intervient, à mon avis, à la fois au meilleur et au pire moment. Au pire moment, dans la mesure où, dans la plupart des pays, la situation des finances publiques n'est pas bonne. Or, sans moyens financiers suffisants, les plus belles constructions institutionnelles ne sont, vous le savez, que des châteaux de sable. C'est pourquoi, sans une mise en perspective des métropoles, avec les contraintes budgétaires et sans un statut financier clair, et notamment un statut fiscal, elles ne peuvent que se développer dans la confusion. Au meilleur moment, je disais, dans la mesure où leur dynamisme, et notamment leur dynamisme économique, leur dynamisme innovateur, peut participer de manière efficace à une stratégie de développement économique et par conséquent permettre d'inverser la logique infernale du développement incontrôlé des déficits publics et de la dette publique, qui est susceptible, vous le savez, d'obérer lourdement l'investissement et par suite la croissance économique. Toutefois, il ne convient pas de ne considérer le développement équilibré des villes qu'à travers le prisme de la crise des finances publiques. En effet, il est indispensable de prendre en compte la qualité du tissu économique, on veut dire le dynamisme des entreprises et leur implication dans le développement de leur environnement immédiat. À cet égard, la mise en place de partenariats financiers publics-privés, avec toutes les précautions que l'on doit prendre, comme le soulignait Nourdine tout à l'heure, est essentielle. Il est aussi nécessaire de développer le civisme des habitants à travers la création de procédures participatives et notamment du budget participatif. Au final, il est important que chacun contribue au développement et au bon fonctionnement d'un réseau métropolitain dont les ramifications ont tendance à s'étendre bien au-delà des frontières des États. Ainsi, dans cette dynamique,
Les métropoles constituent une des têtes de pont de la construction économique et politique du futur. Elles ouvrent de nouveaux horizons et offrent l'occasion d'innover, notamment en s'appuyant sur les technologies du numérique. Par exemple, du fait des carences que l'on connaît de l'État-providence, de ses difficultés financières, certes, mais aussi de son incapacité à penser le long terme. Elles sont confrontées à des questions qui, traditionnellement, sont considérées de son ressort et qu'elles doivent tenter en ce moment de résoudre. On pense ici à la lutte contre le chômage, à la gestion des grands services publics, les transports, la sécurité, l'assainissement, la distribution d'eau, le traitement des déchets, la santé, l'éducation, etc., voire même à la protection de l'environnement. Cette substitution des villes à l'État, ou au mieux ce relais d'un État, comme je l'ai dit, affaibli par les crises, illustre une inversion de la structure habituelle des relations entre le local et le central, ce que je soulignais encore une fois tout à l'heure. On peut estimer qu'une évanescence de la centralité pourrait s'être amorcée au profit non pas de la périphérie, mais de ce que les géographes qualifient d'archipel des villes. Autrement dit, l'évolution en cours poursuit une direction du vertical à l'horizontal. Elles sont également porteuses d'une manière de s'organiser et d'un processus de décision en réseau qui préface les figures du modèle politique de demain. Elles facilitent par ailleurs une évaluation globale des politiques publiques, politiques qui sont trop souvent analysées séparément les unes des autres, au lieu de prendre en compte les effets de leurs interactions. On peut très bien analyser une politique publique et la considérer comme bonne ou mauvaise en soi, mais si vous la mettez en relation avec d'autres politiques publiques, votre jugement risque d'être tout à fait différent. Elle peut être cette fois ou mauvaise ou bonne, ou peut-être moyenne. Elles sont ainsi amenées à bousculer beaucoup de certitudes intellectuelles et de situations institutionnelles acquises. Certes, l'on est face à un ensemble composite, complexe, qui peut laisser douter de sa cohérence globale et par conséquent de la capacité de le diriger, de le piloter. Or, à un moment où une stratégie s'avère indispensable pour maîtriser un déficit, comme je l'ai dit, et une dette publique susceptible de mettre en cause l'équilibre général de nos sociétés, il est crucial d'inventer un nouveau processus de décision. Il ne s'agirait pas pour autant d'en revenir à un État hyper centralisé, comme le voudraient certains. Il ne s'agirait pas non plus de laisser se développer à l'infini des pouvoirs autonomes, horizontaux et finalement une forme de néo-féodalisme. La voie est donc, vous l'avez compris, étroite. Elle ne peut se formaliser dans un système elle ne peut que se formaliser dans un système qui est à bâtir et qui doit associer unité et diversité. L'objectif doit être de rompre avec une conception cloisonnée de la société, une conception qui ne reconnaît pas et ne formalise pas les multiples interactions et la multirationalité qui la caractérisent. Au final, il s'agit de construire un ordre polycentré, une gouvernance, comme je l'ai dit, en réseau. En d'autres termes, on peut se considérer qu'à travers la métropolisation des espaces, mais aussi le développement de ces hyper multinationales que sont les GAFA, Google, Facebook, etc. C'est une nouvelle société qui prend forme. L'État traditionnel est pris en tenaille entre deux immenses réseaux internationaux. Le réseau des GAFA, qui échappe à l'impôt, on a, vous le savez, beaucoup de mal à les cerner sur cet aspect-là, et donc qui finalement affaiblissent un peu plus encore l'État. Et l'autre réseau, ce sont les réseaux des métropoles. C'est une grande affaire que cette affaire-là.
Et c'est certainement vers elle que devrait se diriger la réflexion politique, la réflexion économique, la réflexion sociale pour les prochaines années. Oui, je le répète, c'est une grande affaire, mais ce n'est pas une mince affaire. Il s'agit de rendre la vie d'aujourd'hui, eh bien, vivable. Et pour ce faire, il faut à minima associer la réorganisation du processus de décision, le développement économique, la protection de l'environnement, bien entendu. Mais il ne faut pas oublier et la justice sociale. Laisser croître dans l'indifférence l'écart entre les plus riches et les plus pauvres, on constate actuellement qu'il y a un écart de plus en plus grand, serait, je crois, la pire des catastrophes pour l'avenir de l'humanité. Et ce serait à coup sûr la condamnation des métropoles. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord remercier M. Nourdine Bensouda, qui, en m'invitant à participer à ce colloque, m'a donné l'occasion tantôt d'apprendre, tantôt de convoquer mes connaissances élémentaires en sociologie urbaine, qui n'est pas, je l'avoue, l'un de mes domaines de recherche privilégiés. Ce n'est donc pas en tant que spécialiste des finances publiques que je ne suis pas, mais c'est en tant que sociologue que mon ami Nourdine a eu l'amabilité de m'inviter parmi vous. Mon exposé comporte deux parties. Une première partie courte, qui est une présentation de la sociologie urbaine au Maroc, et la deuxième partie porte sur les transformations morphologiques au Maroc. Disons-le d'emblée, faute d'une sociologie urbaine développée, qui m'aurait aidé à mieux identifier les tendances des villes au Maroc, les problèmes propres à l'urbain, à formuler aussi des prévisions, je limiterai mon exposé à vous entretenir de démographie urbaine et de ses conséquences. J'ai eu la chance d'étudier partiellement cet ensemble de phénomènes à l'occasion de recherches que je mène depuis plusieurs années sur le Maroc et qui constitueront en partie l'objet d'un ouvrage en cours de rédaction. Au Maroc, contrairement à ce qui s'est passé dans les pays, surtout européens et américains, qui ont connu une urbanisation croissante depuis le XVIIIe siècle, nous manquons cruellement de statistiques urbaines spécifiques. En Europe, et surtout aux États-Unis d'Amérique, que la collaboration entre la recherche universitaire et l'administration est la plus ancienne. Il en est ainsi du Bureau of Applied Social Research de l'Université de Columbia de New York, des travaux de la Fondation Scripps et surtout des recherches faites à Chicago, la capitale de la sociologie urbaine. Il n'existe pas un seul problème social en cette ville qui ne trouvât ces données dans les travaux sociologiques que l'administration de Chicago avait elle-même provoqués et qu'elle avait amenés par des chercheurs indépendants. Il en est ainsi de la ségrégation sociale, des Noirs, de la délinquance juvénile, de la criminalité par quartier et par groupe, de la mobilité sociale, etc. Au Maroc, la sociologie est restée dominée par les études sur le monde rural. L'Institut de sociologie de Rabat, qui avait fermé ses portes à la fin des années 60, menait surtout des études qui se résumaient en une critique sociale. Cette sociologie que je qualifie de compassionnelle n'aboutit à aucune recherche scientifique sérieuse. Pourtant, dès le recensement de 1971, on connaissait la situation urbaine catastrophique. La moitié des logements du parc immobilier urbain étaient jugés défectueux. À partir de cette date, l'État donne la priorité à l'habitat urbain dans ses instruments de planification
notamment la création de nouvelles structures d'intervention pour la réalisation de lotissements et de logements économiques qui allaient voir le jour à partir de 1975, pour renforcer au début des années 80. Depuis donc 1975, cette intervention de l'État semble être corrélée à l'augmentation de la production sur la ville marocaine, surtout officielle, mais également académique. Le nouveau contexte de la politique urbaine a favorisé l'élaboration de plusieurs documents d'urbanisme, notamment les schémas directeurs d'aménagement urbain, et la planification et la publication de périodiques par le ministère de l'Habitat. Suite aux émeutes de 81, de 1984 et de 1990, l'État a investi dans l'élaboration d'instruments de planification urbaine, dans l'infrastructure urbaine, dans les équipements administratifs, dans le logement social et dans le transport urbain public. On assiste également à la création en 1981 de l'Institut national d'aménagement d'urbanisme et de l'École nationale d'architecture. À partir de 1990, plusieurs groupes de recherche sur le phénomène urbain, surtout des géographes, ont vu le jour au sein des universités marocaines. Les raisons de la domination de la géographie sont liées au statut de la sociologie dans un système universitaire et dans une société qui ne l'avantage guère. Si la géographie a existé et existe encore dans toutes les facultés des lettres, la sociologie est à peine balbutiante dans quelques rares universités. Je qualifierais la sociologie urbaine au Maroc d'embryonnaire pour garder la mesure et ne pas l'accabler. Sa thématique dominante est relative à l'habitat, à l'urbanisation, à la politique urbaine, au foncier et au transport, à la ségrégation résidentielle, à la crise du logement, à l'urbanisation périphérique, au sous-développement dans les villes, aux médias et aux quartiers clandestins. Parallèlement à ces sujets classiques, de nouvelles thématiques émergent et notamment les études sur les protestations sociales, dont le nombre augmente après l'explosion violente d'émeutes dans plusieurs villes. Je précise cependant que ces travaux sont tant mieux descriptifs et ne débouchent sur aucune théorisation sérieuse. Ils ne se rattachent qu'exceptionnellement au grand courant de la sociologie urbaine internationale, comme je l'avais constaté dans la recherche que j'avais menée entre 2005 et 2009 sur l'enseignement universitaire et la recherche au Maroc de 1960 à 2006. Classiquement, on distingue 8 objets et questionnements qui relèvent de la sociologie urbaine. Premièrement, la démographie urbaine. Deuxièmement, des études sur l'agglomération et la constitution des mégalopoles. Troisièmement, sur l'économie locale et l'organisation économique de la ville. Quatrièmement, sur l'habitat. Cinquièmement, sur le transport et la mobilité. Sixièmement, bien évidemment, sur le pouvoir local. Septièmement, sur les politiques urbaines et leurs effets. Et enfin, huitièmement, sur les rapports sociaux et le contrôle social, délinquance, etc., etc. Donc, dans le temps qui m'est imparti en fonction de mes connaissances, je vais limiter mon exposé à la démographie urbaine et quelques problèmes posés par les agglomérations. Il est fréquent d'étudier la ville et plus généralement l'urbain pour lui-même, sans nécessairement le comparer à l'autre face du diptyque qu'est le rural. Mais, à mon avis, on ne comprendrait pas l'urbain au Maroc, en tous les cas sans référence au rural, tant certaines de leurs propriétés essentielles sont organiquement liées. On aurait tort de penser que l'urbain est autonome. Il ne l'est pas. Et mon objectif est de vous offrir une description exhaustive des changements que l'urbain et le rural ont connus depuis le début du XXe siècle. À cet effet, je solliciterai les données des 6 recensements marocains, ainsi que les statistiques et estimations démographiques de 1900 à 1960. Je m'aventurerai à vous proposer une vision prospective de ces phénomènes et des conséquences qu'ils pourraient produire. Je voudrais commencer cette esquisse par une description et une analyse de la population totale du Maroc depuis 1900. Ce passage par l'analyse de la population totale n'est pas fortuit. Il permet de comprendre les évolutions des 2 milieux, urbain et rural. Bien que les statistiques des changements démographiques de 1900 à 1960 ne soient pas sûres, nous disposons cependant d'estimations hautement probables. En me fondant sur des observations au cours de la première moitié du XXe siècle et des hypothèses réalistes, en comparant également l'évolution de la démographie du Maroc
à celles de l'Algérie, qui sont similaires et dont les données françaises pour cette dernière sont riches et fiables, j'arrive au résultat suivant. De 1900 aux années 1970, la population marocaine connaît une progression exponentielle. L'argument logique qui fonde l'utilisation de ce modèle est le suivant. À ses débuts, ce progrès est très long pour des raisons de baisse de la natalité, d'une baisse de la mortalité, d'une natalité naturelle forte, d'une amélioration des conditions de sanitaire et de bien-être. Il y a accumulation démographique qui rend le taux d'accroissement constant, d'où cette progression géométrique. Le changement est endogène, mais bien évidemment, cette évolution ne peut être illimitée et l'on ne s'étonnera pas de constater que cette tendance s'essouffle avant la fin du XXe siècle. À partir de cette date, on note un ralentissement évident qui ne peut pas être décrit par une évolution exponentielle. Il se traduit en revanche par une courbe qui s'apparente à la fonction logistique ou courbe en S. Cette figure présente les points observés en rond et ceux estimés grâce aux deux modèles d'ajustement, l'exponentiel et le logistique, et on constate bien évidemment que la fonction exponentielle ne peut absolument pas décrire correctement les données, surtout à partir de 2000. Comment expliquer cette évolution ? Elle s'explique par des facteurs purement endogènes. Il s'agit avant tout de la baisse drastique du taux de fécondité des femmes, qui a si fortement baissé dans les villes que la population urbaine n'est plus en mesure de se reproduire. Nous sommes passés d'un taux de fécondité de presque 8 en 1960 à tout juste 1,75 en 2014, 1,73-75. Seul l'exode rural compense cette saignée démographique. En fait, cette baisse de la fécondité des femmes s'explique par au moins 6 facteurs. Premièrement, l'utilisation massive des moyens contraceptifs. Nous passons d'à peine 8% de femmes qui les utilisaient en 1960 à plus de 63% selon l'enquête du Haut Commissariat au Plan de 2003-2004. Ce qui est vrai pour l'urbain est également vrai pour le rural. Comme vous le constatez, le rural est en vert. Deuxièmement, la scolarisation massive des jeunes générations dont le taux atteint presque 100% dans certaines villes. Troisièmement, l'allongement de la durée des études. Quatrièmement, l'âge moyen au premier mariage de plus en plus tardif pour les deux sexes. De 1960 à 2010, il passe en milieu urbain de 24 à 33 ans pour les hommes et de 17 à plus de 27 ans pour les femmes. On remarque les mêmes tendances pour le milieu rural que vous constatez, il est toujours en vert. Cinquièmement, et ça je crois que c'est un point fondamental, dans les sociétés urbaines, les enfants ne représentent plus un apport pour le budget de leurs parents, mais au contraire, un coût, comme le montrent les travaux de l'économiste Gary Baker. Et c'est précisément cette montée du coût direct et indirect, manque à gagner par interruption de la carrière et abaissement du profil de gain, que l'enfant qui est un des ressorts fondamentaux de la baisse de la mentalité. Les couples désirent moins d'enfants, à la fois parce que leurs contraintes budgétaires sont perceptibles et parce qu'ils espèrent donner de meilleures chances de promotion sociale à leurs descendants. La durée de la période de charge des enfants s'allonge au profit de la période et au fil de toute la période de modernisation. Enfin, sixième facteur, ce sont les difficultés liées au marché du travail qui n'est pas en mesure de répondre à l'offre de main-d'œuvre lettrée, pour ne pas dire qualifiée. C'est le propre des villes, peu des campagnes. Cette baisse de la démographie marocaine est si importante et si inattendue qu'elle a surpris les experts nationaux et internationaux
dont les prévisions avaient sous-estimé la réalité. En une décennie, la population marocaine n'a augmenté que de 3,8 millions d'habitants, ne dépassant guère le taux de croissance de 1,37. Il convient de signaler un phénomène remarquable, c'est qu'au Maroc, la baisse du taux de fécondité a été beaucoup plus tôt et plus rapide que le taux d'urbanisation. Question. Le Maroc ne s'oriente-t-il pas vers une glaciation démographique dangereuse, semblable à celle de certains pays, européens notamment? Or, un pays en déclin démographique constant est à terme condamné à mort. L'histoire nous offre de nombreux exemples. Bon, c'est le cas par exemple des Indiens d'Amérique qui ont disparu non pas en raison d'un génocide perpétré par les Blancs, mais pour des raisons écologiques et démographiques. Maintenant, je vais essayer de corroborer ces premières conclusions tirées de la population totale par des analyses plus rapides des sous-populations rurales et urbaines. Alors que selon les estimations les plus sûres, la population rurale dépassait les 90% au début du XXe siècle, le premier recensement d'après l'indépendance, celui de 1960, révèle que la population marocaine se compose de 70% de ruraux. Un peu plus de 40 ans plus tard, ce chiffre atteint à peine 45%. Si, comme cela paraît probable, la tendance se poursuit durant les 2 prochaines décennies, elle ne dépassera guère les 35%. Inversement, le taux d'urbanisation explose pour atteindre les 65%. Cette figure présente les données réelles de l'évolution des taux de ruraux et d'urbains de 1912, premier chiffre dont je dispose, à 2030, c'est-à-dire grâce à une modélisation à partir des données des recensements, des 6 recensements depuis 1960. Bon, il est arithmétiquement normal que les 2 courbes soient inverses l'une de l'autre et que les valeurs de certains estimateurs des paramètres et des modèles ajustés soient très proches. On aura remarqué également que les 2 courbes se coupent au point de coordonnées 50% vers 1992, c'est-à-dire égalité de la population rurale et urbaine. À première vue, la population rurale tend vers un palier au-delà duquel elle se stabilisera. Mais cette stabilité ne peut être que provisoire si le Maroc connaît dans l'avenir des évolutions similaires aux autres pays. Car on peut parier que cette population poursuivra sa baisse jusqu'à un point difficilement prévisible pour le moment, puisqu'il dépend surtout des capacités de certains secteurs de l'économie marocaine à se transformer, des changements climatiques dont les prévisions les moins pessimistes ne sont guère réjouissantes, de la modernisation du secteur agricole, etc. Certes, nous sommes certes loin de la fin des paysans que les États-Unis d'Amérique et l'Europe ont connue, et il est hautement probable que nous assisterons à une stabilisation providentielle, à mes yeux, et sans doute heureuse du fallah marocain. La conclusion précédente relative à la population totale est corroborée par l'analyse de l'évolution de la taille de la population urbaine et de la population rurale pour la période 1900-2030. On constate que la taille des populations urbaines et rurales suit le même modèle logistique que la population totale. Ainsi, selon les projections fondées sur le modèle logistique, la population du Maroc passerait de presque 34 millions d'habitants en 2014, c'est-à-dire selon le dernier recensement de l'année dernière, à, selon mes estimations, 38 millions en 2030. L'effectif de la population rurale restant quasi stable autour de 13 millions et demi. L'évolution démographique marocaine serait principalement urbaine, en raison essentiellement de l'exode rural et de l'urbanisation des zones rurales. Et c'est grâce à ces 2 facteurs que l'on compense le déficit démographique propre à l'urbain. Avec en effet un taux de fécondité des femmes urbaines qui avoisine 1,7, nous sommes loin du taux d'autoreproduction naturelle de la population urbaine. Et en 2030, les villes marocaines abriteraient 64% des habitants du pays au lieu de 60,3% en 2014. D'où
le risque, bien évidemment, d'une pauvreté urbaine plus accentuée, de problèmes écologiques redoutables sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Ces chiffres correspondent aussi à un scénario pour lequel le taux de fécondité est en continuelle baisse et une émigration en décroissance, mais tendrait vers un seuil. Cette évolution s'accompagne d'une inversion de la pyramide des âges qui implique une poursuite de la forte pression sur le marché de l'emploi. Les effectifs de la population en âge de travailler, c'est-à-dire les 18-59 ans, atteindraient 23 millions en 2030, soit une évolution annuelle de 236 000 personnes. Ce potentiel d'actifs est en grande partie déjà né. Il vit en majorité en milieu urbain et a, en partie, déjà reçu la formation qui lui permettra, ou non, de s'intégrer dans l'économie de demain. Simultanément, et comme conséquence de l'amélioration du niveau de l'espérance de vie, qui atteindrait les 77% en 2030, le vieillissement de la population s'accentuerait. L'effectif des personnes âgées de 60 ans et plus atteindrait presque 6 millions en 2030. Et le ratio personnes âgées par actif potentiel, qui était de 1,6 pour 10 en 2005, serait de 3 pour 10 en 2030. Cette tendance peut être source de précarité et de pauvreté, particulièrement pour les personnes âgées et non couvertes par un système de protection sociale. Toutefois, le Maroc pourrait bénéficier d'une particularité de sa transition démographique liée à la baisse de la part des jeunes dans sa population. Ainsi, l'effectif des jeunes, 0-15 ans, baisserait de 8 millions en 2005 à près de 7 millions en 2030, et leur poids démographique diminuerait de 30% à environ 21%. Il en est de même de la proportion de la population potentiellement scolarisable du préscolaire au supérieur, c'est-à-dire les 3-22 ans, qui passerait de 42% en 2005 à peine 28% en 2030, ce qui pourrait constituer une chance pour repenser le système d'éducation et de formation. Je voudrais terminer ce survol en rappelant 6 types de problèmes urbains auxquels le Maroc fera face, en dehors de ceux que j'ai déjà signalés tout à l'heure. Premièrement, la planification urbaine d'aujourd'hui, dont l'objectif est de résoudre rapidement et à tout prix la crise du logement et d'éradiquer les bidonvilles, risque d'avoir des conséquences inattendues et non voulues dans 1 ou 2 décennies. Il est vraisemblable que nous connaîtrons des problèmes identiques à ceux que connaissent déjà certains pays dans la France en raison de leur ghettoisation ou de ce que le Premier ministre français qualifie d'apartheid, qui risque de se métamorphoser en zone de non-droit. Deuxièmement, les catastrophes environnementales qui nous guettent sont nombreuses. Je laisse de côté les prévisions climatiques à long terme et leurs conséquences qui sont préoccupantes, ainsi que les problèmes écologiques. Je ne veux retenir ici que le stress hydrique auquel nous serons de plus en plus condamnés. Or, malgré la politique des barrages, menée depuis plus de 3 décennies, qui s'est d'ailleurs un tout petit peu affaiblie ces dernières années, le Maroc connaît un déficit hydrique qui s'aggravera. Et il serait urgent de réaliser le grand projet d'adduction pour mener l'eau du nord vers les villes du centre et du sud du Maroc. Certes, le projet est pharaonique et exige de lourds moyens financiers, mais c'est à ce prix que l'on répondra à la demande des urbains qui consomment de plus en plus d'eau. Troisième type de problème. La crise de l'emploi en milieu urbain s'approfondira dangereusement, contrairement au milieu rural où le taux de chômage restera relativement bas. Cela est dû au déséquilibre entre la forte augmentation de l'offre de main-d'œuvre scolarisée et mal orientée et la demande timide du marché du travail du secteur privé. N'oublions pas que plus de 250 000 Marocains entrent chaque année sur le marché du travail, dont plus de 80% sont des urbains. Quatrièmement, la prévision défectueuse du système de circulation dont les coûts économiques et environnementaux sont prohibitifs. Cinquièmement, la transition nutritionnelle, c'est-à-dire les changements dans l'alimentation et les modes de vie dus à l'urbanisation, posera des problèmes sanitaires sérieux dont nous remarquons déjà les conséquences négatives.
L'enquête marocaine conduite par des enseignants-chercheurs du laboratoire d'écologie humaine de l'université de Marrakech, Qadi Ayyad, montre que cette transition a d'importants effets sur le surpoids, l'obésité et les maladies chroniques. 6e type de problème. La tendance vers la littoralisation atlantique et vers la concentration des élites et des activités économiques qui risque de créer un désert économique et intellectuel ailleurs, à moins d'une décentralisation réussie. Mais elle est peu probable parce qu'elle ne se décrète pas aussi simplement qu'on le croit. C'est là une belle illustration de l'opposition entre deux rationalités, celle du décideur politique et celle de l'agent social qui prend ses décisions en fonction de ses propres intérêts. La conurbation atlantique qui s'étend de El Jadida à Kénitra joue un rôle d'attracteur. La moitié des médecins qui pratiquent au Maroc vivent sur l'axe Casablanca-Rabat. Selon les études que j'ai menées entre 2005 et 2009 sur l'enseignement et la recherche au Maroc, presque 70% des enseignants dans l'université marocaine sont concentrés sur le même axe. Cette concentration urbaine qui s'étend sur presque 240 km est beaucoup plus importante que celle du Grand Los Angeles. Selon les estimations, cet axe dépassera les 9 millions en 2025. Il rassemblera ainsi 40% des citadins du Maroc. Mais plus de 86% de sa population résidera en milieu urbain. Certes, il existe de nombreux autres problèmes que je n'ai pas abordés. Plusieurs défis qu'il pose au pouvoir public et à toute la société marocaine. Mais à mes yeux, le plus grand danger qui guette toute société est de ne pas savoir lire les tendances, même les plus anodines, et surtout d'échouer à anticiper les crises futures. Je vous remercie de votre patience et de votre attention. Introductifs qui sont, comme vous le voyez, très très riches et qui soulèvent beaucoup de questions, aussi bien sur le plan sociologique que sur le plan des finances publiques. Je sais que l'après-midi a été un peu longue, donc si vous voulez, on peut prendre 2 ou 3 questions, peut-être pour que les professeurs puissent répondre à ces questions, et je pense que vous portez beaucoup d'intérêt à ce qui vient d'être exposé. Je vous remercie. Alors, s'il y a des questions dans la salle, je vous en prie. Mesdames et messieurs. Madame Dessouli, s'il vous plaît. Merci Sibn Souda. J'ai 2 petites questions spontanées. Une sur l'étude sociologique que nous venons d'écouter, où la valorisation de la femme n'a pas du tout été mentionnée, et je le regrette un peu. Mais une deuxième question un peu plus sérieuse, elle porte sur la gestion de la ville, la régionalisation. Est-ce que ça doit s'accompagner ou s'accompagner de la démocratisation, et comment économiquement on peut y arriver? Parce qu'aujourd'hui, toutes ces théories sont vraiment justifiées, ce sont vraiment la mise en avant d'outils de gestion, mais concrètement, par quoi on doit passer? D'abord par la démocratisation, de vraies personnes politiquement fortes à la tête de ces régions, ou par une formation de management, et donc pour arriver à la performance des villes. Professeur Morgi. Je vous remercie, et j'aurai 2 brèves questions, professeur Mohamed Cherkaoui. La première concerne l'urbanisation et les tendances futures. Si l'urbanisation est accompagnée
par l'industrialisation. La question que je me demande, c'est ne risque-t-on pas d'avoir un plafonnement puisque le secteur industriel est encore actuellement à 13%, il ne semble pas. Nous avons une croissance bâtie sur d'autres activités qu'industrielles et donc ça pourrait être un facteur de stabilisation du rural. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. La deuxième question concerne cette opposition de logique ou de rationalité des choix du décideur public d'un côté et de l'agence sociale que vous avez évoquée qui a des contraintes différentes. La question qu'on peut se poser, quel peut être le rôle des incitations pour infléchir les tendances ou les décisions des agents sociaux vers l'optimum qui peut être perçu par le décideur. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous en prie. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Monsieur Stavnier, comptable agréé. Ma question, c'est concernant les financements des collectivités, ou plutôt des régions. Alors, les moyens qui sont mis à la disposition des régions actuellement, c'est les 5% en matière d'IS d'hier que l'État accorde à ces régions. Alors, ma question est la suivante. Si je prends à titre d'exemple Tissarat al-Maghreb, qui siège à Rabat, l'IS qu'il paye, il revient à qui? Est-ce que il revient, les 5% reviennent à Rabat ou au pays, c'est-à-dire toutes les villes du Maroc, en matière de répartition? Merci. Je vous remercie. Je donne la parole au professeur Charfaoui. Je réponds d'abord à la dame qui a eu l'amabilité de me poser deux questions. Premièrement, première question sur la femme. Je voudrais répondre par une boutade en vous disant rien ne se fait sans la femme. Ce n'est pas l'homme qui décide de l'adoption des moyens contraceptifs, c'est la femme. Ce n'est pas l'homme qui s'occupe de la gestion de la scolarité des enfants, ce sont les femmes. Ce n'est pas uniquement au Maroc, partout. Je peux vous raconter une boutade d'un éminent professeur de sociologie américain qui disait « Oui, moi je prends les décisions les plus importantes, mais en réalité c'est ma femme. Je crois prendre les décisions les plus importantes, mais en réalité c'est ma femme qui les prend. » Et il donne comme exemple les décisions concernant la scolarité de ses enfants. Et il a raison. Ce sont les femmes qui prennent ce type de décision. Donc, il y a des sphères spécifiques. Enfin, il y a une répartition des rôles traditionnels au Maroc qui, à la fois, retrouvent des rôles, disons, traditionnels, mais également des rôles modernes. Notamment, par exemple, le fait que, en général, d'après ce que je perçois et d'après ce que je sais des études qui ont été faites, ce sont les femmes qui s'occupent de la scolarité des enfants. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à, quand vous allez devant une école, vous ne trouverez pas des pères, vous trouverez essentiellement des mères. Bon. Donc, je réponds par des anecdotes, enfin des boutades à votre question, parce que, bien évidemment, rien ne se fait sans la femme. Deuxième question que vous avez posée sur la régionalisation et la démocratisation. Je ne suis pas le mieux pour répondre à cette question. C'est dommage que... Bon, de toute façon, il sera là demain et vous lui poserez la question. M. Ibn Shrifa, qui est infiniment plus... Où est-ce qu'il est? Il a disparu. Donc, il est infiniment plus compétent que moi dans ce domaine, mais il est absolument évident que la régionalisation, qui n'est pas neuve, ce n'est pas une idée nouvelle, c'est une idée très ancienne, puisqu'elle date pratiquement de 1970, ne fait que reprendre ce qui, selon moi, est une tradition dans toute l'histoire du Maroc. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu, sauf à certains moments que je pourrais préciser, il n'y a jamais eu de centralisation trop forte au Maroc, sauf du temps de Moulay Ismaïl, un tout petit peu du temps de Sidi Mohamed Ben Abdallah, et surtout, bien évidemment, depuis
le protectorat français et espagnol, qui ont véritablement imposé cette idée de centralisation très forte, mais sinon, il y a toujours eu, n'est-ce pas, une société, la société marocaine est une société polycentrée. Les pouvoirs locaux étaient toujours très importants. Ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas non plus, je ne dirais pas non plus que c'est la panacée universelle, pas du tout. Mais c'est une tendance qu'on retrouve aujourd'hui et qui, n'est-ce pas, qui continue une tradition multiséculaire au Maroc. Est-ce que ça contribue à la démocratisation du pays, incontestablement, mais à la condition, faites très attention, ce n'est pas non plus une panacée, ce n'est pas parce que vous instaurez une régionalisation que vous instaurez une démocratie. Ce n'est pas parce que vous instaurez une régionalisation que vous avez ce qu'on souhaite toujours, une démocratie participative. Je ne le crois pas. Personnellement, si vous voulez mon avis, je ne crois pas à cette histoire de démocratie participative. Je crois davantage à l'influence et à la force de la démocratie représentative. Alors, bien sûr que la régionalisation peut jouer un rôle, mais tout dépend de, bien évidemment, et je crois que vous avez des personnes compétentes ici, des finances régionales et locales, et tout dépend également, ça c'est très important, et tout dépend des élites qui sont à la tête, bien sûr. Les hommes, sans les hommes, c'est rien. Même l'argent ne compte pas. Si vous avez des hommes, vous avez tout. Alors, je ne pense pas que la solution des problèmes posés par l'existence d'élites locales, je ne pense pas qu'elle puisse être résolue, que ce problème puisse être résolu par la création d'une agence régionale. Personnellement, je suis absolument contre cette idée. Je l'ai dit, même alors que j'ai fait partie de la commission de régionalisation, je l'ai dit, et j'ai dit pourquoi. Toutes les agences qui existent, si vous analysez leur potentiel, si vous analysez leur réalisation,